Chers amis, chers collègues, je suis très honoré de vous présenter cette communication donc, sur les complications de la chirurgie de la hernie inguinale. Donc, après avoir vu les différentes techniques chirurgicales à ciel ouvert, la paroscopie, ça se voit, donc c'est une chirurgie a priori simple, mais croyez-moi, c'est une chirurgie qui donne pas mal de complications. Et des fois, ces complications ils peuvent être dramatiques et peuvent même être source de conflits, aussi bien avec le malade, des fois même des conflits au tribunal. Donc, on va essayer de voir ces différentes complications et surtout, je vais insister sur la manière et les procédés, enfin ce qu'on devrait faire pour essayer de les éviter et de les prévenir. Alors donc, le fait de traiter les complications de la chirurgie de la hernie inguinale, donc c'est un sujet qui est très difficile à traiter parce que dans la littérature, il y a énormément de papiers qui ont essayé de traiter ces complications, sur la manière de les gérer. Donc on trouve beaucoup de publications et les résultats aussi ils sont différents d'un centre à un autre. Déjà, la complication, la définition de la complication, il est variable, donc du coup, son évaluation il va être encore plus difficile. Auparavant, donc, c'était la récidive, c'était le meilleur moyen d'évaluer les techniques, ou plutôt la qualité de la chirurgie de la hernie, c'était la récidive. Donc, moins on a de récidive, moins on est efficace. Mais là, les choses ont changé. Donc, le problème de la récidive, il est réglé par la mise en place des plaques. Donc, là, actuellement, c'est la douleur, surtout la douleur chronique, qui est sous-estimée de façon très importante dans notre contexte. Et là, ça se voit dans la revue de l'enquête nationale, donc ça se voit. On a des complications, on a pas mal de complications. Donc, heureusement, ils ne sont pas très graves, mais ces complications graves, on peut les observer, surtout en célio. En célio, donc il y a pas mal de complications qui sont graves et on va le voir. Donc déjà, la chirurgie ouverte, la chirurgie endoscopique, donc chacune il donne des complications spécifiques. Voilà, donc si on évalue un peu cette littérature, on trouve que le risque global de complications, c'est pratiquement un malade sur 3. Donc c'est entre 15 et 28% des malades, ils vont vous faire des complications post-opératoires. Et si on pousse un peu les critères avec une surveillance active, donc ça passe de 17 à 50%. Donc un malade sur 2, il peut vous faire des complications. Heureusement, la plupart, c'est des complications qui sont simples, qui peuvent être précoces, qui peuvent être tardives, et des fois, on peut avoir des complications qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Donc pour évaluer tout ça, donc heureusement, dans la littérature, donc on a trouvé qu'il y a des articles, ou plutôt des sociétés savantes qui ont essayé de mettre au point des guidelines qui vont permettre un peu de guider les techniques, les différentes techniques. Donc chaque question, il y aura une réponse avec des propositions d'experts. Donc ça a commencé en 2003 grâce aux Néerlandais, donc qui ont essayé de proposer une première proposition de ces guidelines. Et ça a été publié donc en 2009. Et puis il y a une deuxième publication récente en 2018, c'est les guidelines internationales par le groupe international de la hernie, des chirurgiens de la hernie. Donc c'est la gestion de ces complications, donc on va essayer de les traiter à partir de ces deux publications. Donc, mais avant de détailler, j'insiste sur cette plaque-là. Donc c'est une plaque qui montre un peu que la chirurgie de la hernie n'est pas une chirurgie banale. C'est un article qui a été publié il n'y a pas longtemps. Donc c'est le recueil, l'analyse des plaintes après une cure de hernie, publié dans le rapport d'activité annuelle du groupe d'assurance, donc la mutuelle d'assurance des professionnels de la santé en France, et qui couvre plus ou moins les 2 tiers des chirurgiens
viscérales libéraux en France. Donc, c'est des plaintes entre 2003 et 2014. Et on voit que ça peut être très grave, donc on peut avoir des complications très graves. Hein. Donc, la chirurgie de la hernie, donc c'est la première opération qu'on pratique au cours de notre formation. Donc, la première opération qu'on fait, c'est la hernie. Mais des fois, donc, ça peut être source de complications vraiment très sérieuses. Alors là, donc, sur cet article, ils ont essayé de comparer un peu les complications de la hernie à ciel ouvert et de la célio. On commence par le Liechtenstein. Donc là, on voit donc quand même il y a pas mal de plaintes qui sont en rapport surtout avec les douleurs. Ça, c'est des plaintes qui n'ont pas été traitées à l'amiable. Donc, c'est des plaintes qui sont arrivées au niveau des compagnies d'assurance et probablement au tribunal. Donc là, donc pour vous dire que la douleur, il ne faut pas la négliger, donc il faudra essayer de la gérer correctement. L'atrophie testiculaire, quand même 13 plaintes en rapport avec l'atrophie testiculaire par un traumatisme donc du cordon. Des plaintes pour récidive, des plaintes pour l'infection, des plaintes pour compresses, hein, des textilomes, des hématomes et surtout des décès, donc 3 plaintes pour décès. Ça, en chirurgie à ciel ouvert. Si on reprend la célio, donc des complications beaucoup plus graves et des plaintes beaucoup plus graves. Donc les plaintes par perforation intestinale, donc c'est propre à la célio. C'est vrai, c'est beau de faire la célio, c'est simple, à condition d'avoir passé par une courbe d'apprentissage. Il faut être surtout bien encadré avant de se lancer dans la chirurgie célioscopique. Donc il faut le faire après simulation, si on peut le faire sur des simulateurs, comme a dit Madame Happy, sinon il faut être bien accompagné et bien pariné. Hémorragie intrapéritonéale, les douleurs, bien sûr, les décès, textilome aussi, atrophie testiculaire. Donc on retrouve pratiquement les mêmes types de complications, avec plus de complications spécifiques à la célio. Il y a 6 plaintes pour décès. Donc là, ce n'est pas pour vous décourager, pour vous dramatiser un peu la situation, mais surtout pour qu'on soit avisé, donc qu'on s'applique de façon plus sérieuse et plus intense pour essayer c'est une chirurgie quand même, c'est inacceptable à ce qu'un malade vienne pour se faire opérer pour une hernie, il se retrouve avec une complication grave. Donc il faut vraiment faire attention, il faut s'appliquer. Alors on commence par voir un peu les différentes complications et essayer de proposer comment faire pour les éviter, les gérer. Donc on commence par la plus fréquente, donc la rétention urinaire. Donc il y a pas mal de malades qui vous font des rétentions. Donc est-ce que la douleur post-opératoire précoce est prédictive de rétention? Oui. Donc un malade en post-op immédiat qui a une douleur intense, automatiquement il va vous faire une rétention. Est-ce qu'il est associé avec l'âge? C'est clair. Donc les vieux ils vous font plus de rétention que les jeunes. La restriction des perfusions péropératoires réduit-elle le risque de rétention? Ça aussi, donc, on va voir les recommandations des sociétés savantes européennes et internationales. Le risque, après une réparation antérieure, donc après un Liechtenstein, est-ce que ça donne plus de rétention ou pas? Alors, on va essayer de répondre à tout ça. Donc, le premier élément incriminé dans la rétention, c'est l'anesthésie. Donc, soit l'anesthésie générale ou régionale. Donc, la rachianesthésie, donc pratiquement tous les malades ils sont opérés sous rachis. Donc, la rachis et la G, ils sont très incriminés dans cette rétention urinaire. On pensait que l'arachide donnait plus de rétention, mais l'arachide et la G, donc ils donnent des rétentions, bien sûr, par un effet inhibiteur de la fonction de la vessie. La locale, l'anesthésie locale, il donne pratiquement peu de rétention. Il y a d'autres facteurs qui sont incriminés, ça s'est prouvé, donc il y a la réparation bilatérale, l'obésité, donc les taqueurs aussi, la fixation par les taqueurs, donc ça favorise la rétention. Alors, quand on compare un peu la chirurgie endoscopique et la chirurgie ouverte, avec plaque, sans plaque, il n'y a aucune différence. D'accord? Donc, il n'y a pas de différence entre Liechtenstein, TAP, mettre en place une plaque, ne pas mettre une plaque. Donc, tout ça, donc, ça donne des rétentions de façon pratiquement égale. Le TEP, on dit que le TEP donnerait plus de rétention urinaire, donc ça n'a pas été prouvé parce que on dissèque un peu
contact de la vessie, tout ça. Donc la TEP n'est pas incriminée de façon très significative dans la provocation des rétentions. Le volume de perfusion administré en péropératoire est un facteur de risque très significatif, donc ça a été prouvé. Le sondage vésical, donc le plus souvent les chirurgiens qui font la cellio, donc ils mettent une sonde vésicale avant d'opérer. C'est pas obligatoire. Il suffit juste de faire uriner le malade avant la chirurgie, que ce soit en cellio ou en chirurgie ouverte. Voilà, donc c'est les réponses, donc c'est les recommandations pour éviter donc cette rétention. Donc tout ce qui est suggéré, donc c'est surtout de faire uriner le malade avant la chirurgie et ne pas mettre systématiquement de sonde vésicale quand on veut opérer une hernie inguinale, que ce soit par cellio ou par chirurgie à ciel ouvert. Deuxième complication, les hématomes, ils sont fréquents, hein, donc c'est en cellio, on a moins d'hématomes qu'en chirurgie classique. Pour les petites hématomes, donc généralement c'est un traitement conservateur, mais plus l'hématome est grand, surtout quand il entraîne une tension cutanée, là il faudra agir, il faudra l'évacuer peut-être sous anesthésie générale. C'est très rare qu'on ait des hémorragies graves qui nécessitent vraiment une transfusion. Alors, par voie classique, donc toute dissection agressive pourrait donner des hémorragies, donc les vaisseaux du cordon, les vaisseaux épigastriques, les vaisseaux iliaques et fémoraux. Heureusement, c'est rare d'avoir une atteinte de ces à ciel ouvert des vaisseaux fémoraux. Généralement, ils sont reconnus au moment de l'opération, il faudra essayer de les réparer à temps. Pour la voie célioscopique, oui, donc on peut avoir des hématomes par atteinte des vaisseaux, comme ça a été souligné par le professeur Radi, le professeur Alaoui. Donc il y a des vaisseaux de la paroi, les vaisseaux spermatiques, épigastriques aussi, et puis surtout il y a le risque d'atteinte des vaisseaux, des gros vaisseaux, donc l'iliaque externe, circonflexe, aorte. Donc c'est pourquoi il faut toujours préconiser l'open cellio. Quand on veut faire une chirurgie célioscopique, il vaut mieux faire l'open cellio et non pas l'introduction à l'aveugle de l'aiguille de Verès et le premier trocar. Alors les sérums, oui, donc les sérums, ça aussi c'est fréquent, donc c'est plus fréquent en cellio. Hein. Les sérums, ils sont plus fréquents en cellio qu'en chirurgie classique. Alors les sérums, généralement, ils disparaissent spontanément au bout de 6 à 8 semaines. Il ne faut pas les ponctionner surtout, donc il ne faut pas s'amuser à ponctionner les sérums parce que ça risque d'être infecté et on se retrouve avec une situation beaucoup plus grave. Donc généralement, les sérums, ils vont se résorber spontanément. Alors, est-ce qu'il faut drainer en post-opératoire? Quand on opère une hernie, est-ce qu'il faut mettre un drain? Donc là aussi, donc chacun y va avec ses habitudes, mais normalement, il n'y a aucune place à mettre en place un drain quand on opère une hernie, que ce soit par cellio, par chirurgie classique, sauf peut-être dans 2 situations, surtout quand on a une chirurgie qui est très hémorragique ou surtout quand le malade présente des signes, problèmes de coagulopathie. À ce moment-là, on pourra éventuellement mettre un drain. Mais normalement, il ne faut pas mettre de drain. Là aussi, donc, c'est des habitudes. Les malades opérés, on lui met voilà, donc des sparadraps pour essayer, soi-disant, de comprimer. Donc, ça ne sert à rien. Donc, pour essayer, soi-disant, pour éviter la constitution d'hématomes et de sérum, ça sert pratiquement à rien. Donc, les stéridrats, les pansements compressifs. Alors, les recommandations, donc en cas de chirurgie ouverte, il est recommandé d'évacuer un hématome qui entraîne une tension cutanée, surtout pour les petits hématomes, il faudra les respecter. Et surtout, il ne faut pas aspirer les sérums, il ne faut pas les ponctionner. Et le drainage, il ne faut pas le faire, sauf, comme on a dit, quand il y a des pertes sanguines importantes au moment de l'opération, quand le malade présente des coagulopathies. Les complications testiculaires, ils sont souvent sous-estimées, hein, donc c'est fréquent. C'est fréquent, donc, relativement moins fréquent que l'hématome et le sérum, mais c'est une situation fréquente qui est source de conflit avec le malade, surtout quand il est jeune, en pleine activité génitale, donc il se retrouve avec un trophie, surtout quand c'est bilatéral, donc ça peut compromettre même la fertilité du malade. Alors il n'y a aucune différence significative entre les 2 techniques, chirurgie classique, chirurgie cellio, donc il n'y a pas de différence. Voilà, donc c'est moins de 1%.
Alors, comment faire pour éviter ces complications? Donc, il est recommandé de réaliser une section. Alors là, donc, c'est classique quand on a les hernies obliques externes. Il ne faut pas s'acharner à aller réséquer tout le sac hernière. Donc, quand il y a un gros sac, il vaut mieux le sectionner et laisser le bout distal, parce que le fait de s'acharner à l'enlever, ça risque de traumatiser les éléments du cordon et on risque de se retrouver soit minimum avec des douleurs testiculaires post-opératoires et au maximum on peut avoir une atrophie testiculaire. Donc pour les gros sacs, il ne faut pas s'acharner à les enlever. Et puis surtout, donc, là, le Liechtenstein, chacun il y va avec ses habitudes. Donc, mais il faut avoir à l'esprit qu'il il faut pas trop disséquer le cordon spermatique. Il ne faut pas s'acharner à aller couper le crémaster de façon complète et tout ça. Donc il faut aller juste chercher le sac, le traiter et puis laisser le cordon comme il est, parce que ça c'est une source de traumatisme des vaisseaux testiculaires. Et ça risque d'entraîner des sections du canal différent et un traumatisme vasculaire. Perforation de l'intestin, ça aussi c'est une complication, surtout en célio, c'est rare, mais quand même c'est 2 pour 1000, hein, c'est rare certes, mais c'est grave. Et c'est inacceptable quand on opère une hernie. C'est très bien une hernie qui est une pathologie bénigne. Là, donc, la célio, peut-être il faut être plus prudent quand on a des antécédents de chirurgie abdominale. Il ne faut pas la faire. Chirurgie abdominale, ciel ouvert, il ne faut pas la faire. Ou alors, si le malade a reçu une radiothérapie pelvienne. Donc, c'est les deux situations où il est recommandé de ne pas faire de célio. Pour éviter justement la perforation. L'occlusion sur bride, hein, donc c'est des complications propres à la célio. Surtout après le TAP, donc c'est 4 pour 1000. On peut l'avoir aussi quand on a un TEP, quand on fait un TEP. Et surtout en raison soit d'adhérence avec les plaques, des adhérences avec les agrafes, les taqueurs. C'est pourquoi, ou alors quand il y a une fermeture inadéquate d'une lésion péritoniale. Voilà, donc la recommandation, donc c'est ce qu'il faut faire, c'est surtout il est recommandé d'utiliser l'approche par voie TEP pour les opérations de hernie inguinale endoscopique. Il est recommandé de fermer les ouvertures de trocar qui dépassent 10 mm. Les infections du site opératoire, c'est rare, 1-3% chirurgie ouverte, il y a moins de 1% quand on a une endoscopie. Normalement, doit être inférieur à 5%. Alors, l'utilisation de plaques n'est pas associée à un risque plus élevé d'infection. Donc, mettre une plaque, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il y aura plus d'infections. Donc, généralement, les infections ils sont superficielles. Donc, la prothèse, enfin, on peut la conserver. Donc, les infections profondes, ils sont rares. Ils ne doivent pas nécessairement conduire à l'ablation de la plaque, surtout avec les plaques actuelles qu'on utilise, qui sont légères, macroporeuses et surtout monofilamentaires. L'antibioprophylaxie, donc tout à l'heure, on a beaucoup parlé des antibiotiques. Est-ce qu'il faut les mettre? Est-ce qu'il ne faut pas les mettre? Est-ce qu'il faut les mettre en périopératoire, en post-opératoire? Là, comme on a dit tout à l'heure, donc c'est plus un anxiolytique pour le chirurgien, comme il a dit Dr Kholsi. C'est vrai, donc, mais quand on voit un peu les données de la littérature, donc l'antibiothérapie n'a pas de place. Donc, les recommandations, donc c'est ça. Donc, dans les milieux cliniques présentant un faible taux d'infection de la plaie, c'est-à-dire dans les services, dans les hôpitaux où il y a moins d'infection, c'est-à-dire un risque faible, moins de 5% d'infection du site opératoire. Alors, à ce moment-là, rien n'indique l'utilisation systématique d'antibioprophylaxie pour la réparation élective de la hernie de laine ouverte chez les patients à faible risque. Patients à faible risque, c'est-à-dire donc sujets âgés, immunodéprimés, diabétiques, sous chimio. Donc là, c'est des personnes à risque. C'est des malades auxquels il faudra donner une antibioprophylaxie. Mais en dehors de ces personnes à risque, donc il n'y a pas lieu de donner une antibioprophylaxie, surtout quand on travaille dans une structure, on va dire, correcte et propre, où il y a moins d'infections. Alors, dans la réparation endoscopique de la hernie, il n'y a pas de place à l'antibioprophylaxie. Donc, TEP ou TAP, il n'y a aucune place à l'antibioprophylaxie. Quand il y a des facteurs de risque, c'est-à-dire donc, voilà, donc
sujet âgé, récidive, malade sous immunosuppresseur, diabétique, ou alors quand il y a des facteurs de risque chirurgicaux, c'est-à-dire une durée opératoire prolongée. Quand on a utilisé des drains, à ce moment-là, il est conseillé, il est recommandé de donner l'utilisation d'un antibiotique prophylaxie. Donc je pense que c'est clair sur ce sujet de l'antibioprophylaxie. Alors la douleur, donc là c'est l'élément le plus important, il faudra savoir gérer la douleur post-opératoire, surtout la douleur chronique. C'est le critère de qualité majeur actuellement en cas de chirurgie de la hernie. Alors c'est quoi la définition de la douleur? C'est quoi sa prévalence? Donc déjà la douleur classique, douleur chronique, c'est 3 mois. Mais pour la hernie, c'est 6 mois. Parce qu'il y a la plaque, donc il y a des phénomènes inflammatoires et tout ça. Donc une douleur chronique, elle est définie comme étant chronique quand elle dépasse 6 mois. Alors la douleur, il est 10 à 12%. Hein. C'est pas négligeable. Et la douleur qui retentit sur l'activité professionnelle du malade, donc c'est 0,5 à 6%. Donc c'est pas du tout négligeable. Alors quels sont les facteurs de risque d'avoir une douleur chronique post-opératoire? Donc il y a des facteurs périopératoire, post-opératoire, et donc il y a un tas de facteurs qui ont été étudiés dans la littérature. Il y a pas mal. Donc il y a le jeune âge, il y a le sexe féminin, surtout une douleur préopératoire avant la chirurgie. Donc une hernie douloureuse avant la chirurgie risque d'être douloureuse en post-opératoire. Périopératoire aussi, donc l'expérience du chirurgien, c'est sûr. La plaque, le type de plaque. Est-ce qu'il y a un hématome en post-opératoire? Donc, il y a un tas d'éléments qui interviennent. Deuxième question, quels sont les facteurs de risque? Donc, voilà, donc on les a. Les facteurs de risque les plus incriminés dans la littérature et qui sont validés. Donc, c'est surtout ça. Donc, le jeune âge, le sexe féminin, la douleur préopératoire, la douleur post-opératoire aiguë, la récidive. Donc, tout ça, ça expose à des douleurs chroniques. Troisième question. Et ça, donc, c'est un détail très important. On a essayé de... Chacun, il fait ce qui lui semble bien. Donc, il y a des gens qui... Il y a pratiquement 3 approches vis-à-vis des nerfs de la région inguinale. Est-ce qu'il faut les desséquer? Est-ce qu'il faut les sectionner? Est-ce qu'il faut les préserver? Donc, il y a un tas de questions. Et on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. Donc, on va essayer de voir un peu ces trois approches. Alors la première approche, l'identification nerveuse, c'est-à-dire avant de mettre une plaque, on va disséquer les différents nerfs, les voir, les visualiser, les préserver. Est-ce que ça réduit la douleur post-opératoire? Dans cette situation, oui, ça réduit effectivement la douleur, mais avec un peu plus de temps opératoire. Donc là, les hernies, c'est un rappel anatomique. Donc là, c'est le nerf ilio-hypogastrique, dont généralement, qu'on coupe ou qu'on traumatise quand on fixe la plaque sur le conjoint. Là, donc, le nerf ilio-inguinal, qu'on coupe ou alors qu'on traumatise quand on dissèque le cordon. D'accord? Donc, cette approche-là, effectivement, il réduit la douleur post-opératoire. Deuxième approche, est-ce que le fait de réséquer les nerfs systématiquement réduirait la douleur post-opératoire? Alors la réponse est le fait de les réséquer, il ne réduit pas la douleur post-opératoire. D'accord? Mais ça donne plus de troubles de la sensibilité de la région inguinale. Donc le fait de les réséquer systématiquement, il n'est pas recommandé. Troisième approche, enfin c'est celle que je pratique personnellement, donc la résection pragmatique des nerfs inguinaux. Donc normalement, on ne les touche pas, on ne les cherche pas, on ne les dissèque pas. Mais si jamais il y a un conflit, ou plutôt une interférence de ces nerfs avec la mise en place de la plaque, ou quand le nerf il a été lésé, il a été coagulé, il a été électrocoagulé, il a été coupé en partie, donc il vaut mieux le couper à ce moment-là. Donc là, quand il rentre, plutôt quand on veut fixer la plaque, et on se retrouve avec le nerf qui va être piégé sous la plaque ou au-dessus de la plaque, donc il vaut mieux le couper à ce moment-là. Alors là, c'est quand il y a une lésion traumatique du nerf, quand il y a un gêne à la mise en place de la plaque. Donc ça réduit l'incidence, le fait de le couper, de faire cette résection pragmatique, ça réduit la douleur post-opératoire après une chirurgie hernière.
Sixième question, le sac hernière. Donc, tout à l'heure, dans le Schistein, on a vu que le fait il faut ouvrir le sac et tout ça. Donc, est-ce que ça a un impact sur la douleur post-opératoire? Oui. Donc, le fait de réséquer le sac hernière, de le suturer, de le réséquer, ça augmente la douleur post-opératoire et l'incidence et la prévalence plutôt de la douleur post-opératoire. Donc, ce qu'il est recommandé, c'est quoi? C'est de disséquer le sac hernière, de le refouler et de fermer l'orifice inguinal, de rétrécir un peu l'orifice inguinal. D'accord? Parce que le fait de le suturer, ça donnerait plus de douleur en post-opératoire. Seulement, cette attitude, le fait de le réintégrer, de le refouler, de le fixer, il s'accompagne d'un peu plus de récidive. D'accord? Donc, mais le fait, là, c'est clair que la résection, la suture du sac, ça augmente l'incidence de la douleur post-opératoire. La fixation de la plaque sur l'os pubien, c'est clair, ça aussi, donc ça augmente la douleur parce que donc il faut surtout pas fixer le premier point au niveau de l'épine, il faut surtout pas toucher l'os et le périoste parce que ça donnerait des douleurs des fois invalidantes au post-opératoire. Donc après le deuxième critère de qualité, c'est la récidive. La récidive, bien sûr, c'est un problème majeur. C'est 20 millions d'hernies qui sont opérées dans le monde par année. Il y a quand même 15% de récidive. C'est énorme, hein? 15% de récidive de façon... C'est vrai que dans les centres spécialisés, on dit que c'est inférieur à 1%, c'est sûr, donc après la mise en place des plaques. Mais de façon globale, c'est 15% de récidive parce qu'il y a pas mal de cas qui ne sont pas publiés, qui ne sont pas rapportés. Donc 35 ans après l'introduction des plaques et 25 ans après l'introduction de la cellule, donc le taux de récidive par rapport aux techniques de réparation ciel ouvert n'a pas diminué de manière constante dans le monde. Bien sûr, les centres hautement spécialisés, c'est clair, donc c'est moins de 1%. Alors la première question, l'intervention est-elle nécessaire pour tous les patients présentant une récidive? Donc un malade qui vous revient avec une récidive, est-ce qu'il faut l'opérer? Il faut juste le surveiller? Voilà, donc, mais je pense qu'il faut obligatoire. Ça, c'est les données factuelles, donc c'est des données de la littérature. Donc là, donc 23% de complications à 2 ans, donc 72% à 7 ans. Donc c'est clair, donc ces données suggèrent que tous les patients avec une hernie inguinale primaire ou récidivée doivent être opérés. Question numéro 2, quelle est la meilleure technique pour une récidive après une réparation antérieure? Après les Schienstein, quand vous avez une récidive sur les Schienstein, qu'est-ce qu'il faut faire après? Alors, donc, soit, si vous maîtrisez la cellule, donc il faudra, après une voie antérieure, il faudra passer à la voie postérieure, soit TEP, soit TAP. Ou alors, quand on ne maîtrise pas, il vaut mieux mettre une RIVS, une voie pré-péritoniale. Donc, après échec de Liechtenstein, il ne faut surtout pas refaire le Liechtenstein. Donc, ça augmenterait la douleur, ça donnerait plus de complications, atrophie testiculaire et tout. Donc, soit mettre un RIVS, soit faire une cellule. Et l'idéal serait d'intervenir par cellule. L'opposé, donc si on a une récidive, quelle est la meilleure technique pour traiter une récidive après TEP-TAP? Il faudra réintervenir par voie célioscopique. Donc l'idéal serait de faire un Liechtenstein, une voie antérieure. Quand on a une récidive sur une voie célioscopique, un TEP ou un TAP, il faudra réintervenir par voie antérieure, donc soit un Liechtenstein, soit un RIVS. Voilà, donc en conclusion, donc c'est pour... faire une synthèse de ces recommandations des sociétés savantes, donc de la Société européenne de la hernie et le groupe international, le groupe mondial de la chirurgie de la hernie. Donc la première recommandation, donc en cas de chirurgie ouverte, donc il est recommandé d'évacuer un hématome quand il est symptomatique surtout, ce qui entraîne une tension sur la peau. Il est recommandé d'utiliser des drains uniquement quand il y a une perte de sang importante, comme une coagulopathie. Les sérums, il ne faut pas les ponctionner. Il ne faut pas mettre de sonde vésicale systématiquement quand on veut opérer une hernie, que ce soit par cellule ou par chirurgie ciel ouvert. Il suffit juste de demander au malade de vider sa vessie avant l'opération. En cas de gros sac, il ne faut surtout pas s'acharner à le disséquer en entier, donc on peut laisser le bout distal pour prévenir une orchite ischémique, et le traumatisme des structures du cordon, donc il ne faut pas trop disséquer le cordon. Oui, donc il ne faut pas faire de cure endoscopique chez les malades qui ont un antécédent de chirurgie abdominale à ciel ouvert ou quand ils ont des radiothérapies pelviennes.
Une autre recommandation, en raison du risque d'adhérence intestinale, du risque d'occlusion, il est recommandé d'utiliser le TEP pour les opérations endoscopiques, beaucoup plus le TEP que le TAP. Et surtout, il faut fermer les orifices de trocar quand ils dépassent 10 mm. Il faut toujours les fermer parce qu'on peut avoir une éventration. Et ça, on a fait l'expérience, bien sûr, dans la vésicule. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs avec les hernies. Et puis, il est recommandé surtout d'introduire le premier trocar, les l'aiguille VRS, en chirurgie endoscopique, par la technique ouverte. Donc, privilégier l'open stelio. Et je vous remercie.